Donc en quelque sorte, le gouvernement se porte garant de ton investissement, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est ultra positif pour les investisseurs parce que c'est un système qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde, hein. Malgré donc ce qui s'est passé, hein, il me semble qu'il y a eu donc l'équivalent d'un an de pluie à Londres C'est ça. en l'espace de quelques heures, où j'ai plus trop les chiffres en tête, mais c'était des quantités astronomiques, d'accord. Et malgré ça, ils ont tout mis en place pour gérer justement l'évacuation de ces eaux de la façon la plus efficace. Il y a énormément de personnes qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier à Dubaï. Salut Maher, alors comment tu vas? Ça va, merci à toi. Franchement, ça me fait super plaisir de t'avoir sur ce plateau. Comme tu le sais, comme on a échangé, moi je parle beaucoup à mes auditeurs de Dubaï, de mon voyage sur Dubaï. J'ai beaucoup de questions. Les gens me parlent de l'immobilier, comment se passe la vie sur Dubaï, comment est Dubaï. Et je voulais les éclairer avec ton œil d'expert. Parce que voilà, Maher est le fondateur de Pinatel Properties. Donc, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Pour faire simple, hein, comme tu l'as précisé, donc moi je m'appelle Maher et je suis le fondateur donc, de l'agence immobilière Pinatel. Pinatel, c'est une agence immobilière qui intervient sur plusieurs aspects, donc l'achat, la vente, la gestion locative et maintenant la gestion de portefeuille. D'accord, on reviendra sûrement sur ce point-là un peu plus tard. Faut savoir que j'ai pas toujours été dans l'immobilier, d'accord? Je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pétrolier à Abu Dhabi, c'est notamment comme ça que je suis arrivé aux Émirats, donc ça fait maintenant plus de 6 ans. Et j'ai ensuite travaillé en tant qu'analyste financier pour l'un des Big Four, d'accord? En finance d'entreprise. C'est là où notamment j'ai acquis des compétences pour moi analytiques et financières qui sont pour moi nécessaires, à la gestion de portefeuille et son optimisation. Et forcément, bah, je me suis intéressé à l'immobilier à titre personnel. Donc ça a été en fait une passion avant d'être, mon métier aujourd'hui. Donc tu te retrouves à conseiller donc tes proches, à susciter l'intérêt autour de toi. Tes proches te posent des questions. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on entend sur Dubaï? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu as fait? Et cetera, et cetera. Donc tu te retrouves à les aiguiller de façon non lucrative et tu te rends compte que, bah, tu peux en faire un métier. Et c'est comme ça que Pinatel est né. Ok, pas mal. Franchement, j'ai bien aimé ta description. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais, parce que j'ai un coup de cœur sur Dubaï et je pense que je serai pas objectif, mais j'aimerais que tu me donnes un avis sur Dubaï en termes généraux. Alors je pense que je serai encore moins objectif que toi. Dubaï, c'est ma ville de cœur aujourd'hui, mais je vais essayer de l'être. Pour moi, Dubaï représente vraiment le futur que beaucoup d'autres villes voudraient atteindre. D'accord. En très peu de temps, ils ont su se développer, ils ont su influencer le monde, et ils ont su atteindre ce niveau de compétence que d'autres villes, d'autres pays auraient aimé avoir. Euh, Dubaï aujourd'hui représente la sécurité. D'accord. C'est une des villes les plus sûres au monde. Dubaï représente aujourd'hui, une destination prisée des touristes, d'accord? Dubaï représente aussi aujourd'hui une des places les plus avantageuses fiscalement. Donc forcément, tous ces aspects-là font que Dubaï est de plus en plus attractif aux yeux du monde. Et c'est là qu'on voit pourquoi Dubaï attire autant de personnes. Alors, bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que le sujet principal est ton métier de base, c'est-à-dire que Pinatel est sur le marché de l'immobilier. Moi, j'aimerais que tu me dises un peu les tendances actuelles du marché de l'immobilier sur Dubaï et plus en général celui des Émirats. Alors, pour répondre à cette question, déjà pour moi, il est important de contextualiser la chose et de comprendre que le marché immobilier à Dubaï est différent de n'importe quel autre marché, immobilier dans n'importe quel autre pays, Alors, pourquoi? d'accord? Parce que c'est un marché qui est ultra dynamique et qui a été simplifié dans le but d'attirer des investisseurs extérieurs, d'accord? Totalement d'accord. Des étrangers. Donc ça a été simplifié et fluidifié dans le sens où, on a mis en place donc des systèmes qui sont, à la portée de tous, d'accord? On peut acheter et vendre sa maison à l'espace de quelques jours, d'accord? En une journée, la transaction peut être effectuée si les fonds, sont prêts et le rendez-vous a été fixé. Donc c'est des choses qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs dans le monde. OK? Ça, c'est important de le préciser. Et donc forcément, de ce fait, on a une demande qui augmente de façon conséquente, d'année en année, d'accord? Sur le marché immobilier. Et donc forcément, cette demande fait augmenter les prix, d'accord? C'est logique, c'est l'offre et la demande qui va, Bien sûr. réguler, le marché. Et donc ta question, c'était: quelles Les sont tendances, les tendances de Dubaï? totalement. Alors,
Faut comprendre déjà qu'aussi Dubaï, il y a vraiment aujourd'hui, hein, 2 gros centres d'intérêt. Le premier tourne autour du Burj Khalifa et du Dubai Mall, donc ça soit Downtown, DIFC, Business Bay, donc tout ce côté-là. Et nous avons de l'autre côté, donc à une vingtaine de minutes, le côté Marina, JBR, Palm Jumeirah, donc le côté proche de la mer. Mhm. Et entre ces 2 quartiers, nous avons donc Jumeirah, qui les lie en bord de mer, qui est notamment un quartier dans lequel nous ne pouvons pas être pleinement propriétaires aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on y reviendra sur ce sujet-là. Très bien. Et donc du coup, bah, forcément, autour de ces 2 gros centres d'intérêt, on a des nouveaux quartiers qui commencent à prendre vie et à se développer. D'accord? Et donc pour moi, ça serait vers ces quartiers-là, donc les tendances se tourneraient vers ces quartiers-là et le développement de ces nouveaux quartiers qui tournent autour de ces centres d'intérêt. Donc on a notamment aujourd'hui, JVC, Arjan, JVT, Motor City qui sont des quartiers, bien établis, hein, bien établis, qui sont rentables à la location, et qui prennent de la valeur aujourd'hui. Mais par contre, on a d'autres quartiers qui suivent un peu le même plan de développement que ces quartiers-là ont Totalement. pu subir, comme Dubai Land, qui est un quartier très intéressant de par sa localisation, hein, sa proximité aux universités, à un hub business, hein, qui est Dubai Silicon Oasis. Et de l'autre côté, on a aussi Dubai South, qui est également très intéressant d'un point de vue de sa localisation, parce que nous sommes à proximité du prochain aéroport international de Dubaï. D'accord. Et on a aussi d'autres quartiers en bord de mer, hein, tels que Dubai Maritime City ou Mina Rashid, qui sont aussi tout aussi intéressants pour les personnes qui veulent là du front de mer à des prix, défiant toute Alors, concurrence. justement, explique-nous un peu euh, pourquoi cette dynamique? Qu'est-ce qui explique cette dynamique? Y a-t-il des secteurs d'activité, des projets qui expliqueraient cette dynamique dans ces quartiers-là? Alors, moi, je pense que pour comprendre le dynamisme du marché immobilier à Dubaï, il faut remonter dans le temps, d'accord? Il faut comprendre que Dubaï, avant d'être la métropole que nous connaissons aujourd'hui, a été un port de pêche important dans la région, parce qu'il faisait le lien entre l'Asie et l'Europe, d'accord? Ensuite, il y a eu, dans les années 60, la découverte des premiers gisements pétroliers, d'accord, à Dubaï, qui ont permis donc de générer des profits qui, par la suite, ont été réinvestis dans le développement de l'émirat. D'accord, ça, c'est très important. Donc ça a commencé de là. Même si en réalité, les quantités pétrolières que Dubaï possède aujourd'hui sont nettement moindres que ceux que Abu Dhabi pourrait avoir. Ok. Mais par contre, ça part de là. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a eu 71, l'unification des 7 Émirats pour fonder un seul pays, donc se regrouper sous un seul drapeau, qui est celui donc, des Émirats arabes unis. C'est un point important également. Et ensuite, il faut comprendre qu'avant 2002, les investisseurs étrangers n'étaient pas en mesure d'être pleinement propriétaires de leurs biens. C'est-à-dire que avant 2002, tu ne pouvais avoir accès qu'à des baux, plus ou moins longs, qui te permettaient de vivre dans un bien, mais qui n'est pas le tien. À partir de 2002, ils ont ouvert des quartiers qu'on appelle freehold et dans lesquels tu pouvais investir et donc être pleinement propriétaire de ton bien. C'est ça qui a un peu propulsé donc Dubaï aux yeux du monde. Ben, c'est magnifique parce que ça va aller droit à la prochaine question. En termes de réglementation, comment la loi des Émirats a régi ce marché pour sécuriser les différents investisseurs du Mmh. monde qui vont vouloir investir dans le Alors, marché de l'immobilier? c'est important que tu soulignes et que tu me poses cette question-là parce qu'il y a eu énormément d'arnaques par le passé. Et c'est pour ça que certains investisseurs aujourd'hui ont peur d'investir à Dubaï parce que c'est ces histoires-là qui sont arrivées à leurs oreilles. Moi, j'ai échangé avec différents agents immobiliers qui sont là depuis une quarantaine d'années, hein. C'est des doyens dans le domaine de l'immobilier. Et ils me disaient qu'auparavant, ils vendaient des biens avec des bouts de feuilles, donc vraiment un bout de Mmh, papier sur lequel mmh. ils écrivaient donc les titres de propriété. Donc au final, ça crée beaucoup d'arnaques. Donc forcément, tu vends des propriétés qui ne sont pas les tiennes, il y a une falsification de papier, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, à Dubaï, hein, la Dubai Land Département, qui est une entité gouvernementale qui va régir et réguler chacune des transactions immobilières. Et donc cette entité, elle est présente à Dubaï, mais nous avons dans chacun des autres Émirats une entité équivalente à celle-ci qui va agir de la même manière et qui va en réalité apporter de la sécurité dans vos investissements, donc tes investissements, les investissements de nos investisseurs. Pourquoi? Alors, cette entité, elle va intervenir vraiment en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. C'est l'équivalent du notaire, hein, en France, d'accord? C'est ce qui va venir en fait officialiser la transaction.
Quand tu achètes un bien déjà prêt, tu vas te rendre dans un bureau avec le propriétaire et ton agent. Et là, on assistera donc à la transmission du bien. Par contre, cette sécurité dont je te parle, elle est d'autant plus flagrante que lorsque toi, tu commences à investir sur plan. Mm. D'accord? Parce que quand tu investis sur plan, tu investis dans un bien qui n'est pas construit. Tu investis dans un bien, c'est un bout de terre le truc. Tu vois? Tu te rends sur place et tu te dis, mais comment je peux être sûr que dans 3 ans, je vais avoir les clés de mon appartement et je pourrai y vivre ou je pourrai le mettre en location ou peu importe. Et bah, c'est là où justement la DLD prend tout son sens, donc l'entité gouvernementale qui va sécuriser ces transactions. C'est que avant même de donner les autorisations au promoteur de construire, elle va demander au promoteur de justifier qu'il a les fonds nécessaires à la construction de ce bien. Un immeuble, une communauté, peu importe. À partir du moment où on lui donne les autorisations, il y a un compte séquestre qui est ouvert par le promoteur, d'accord, entre l'État et le promoteur, dans lequel chaque investisseur va déposer son argent. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu achètes un appartement chez un promoteur, tu vas pas payer le promoteur directement, tu vas payer le compte séquestre. L'argent qui te permettra de financer ton bien va être versé dans un compte séquestre. Et le promoteur ne sera en mesure de toucher à cet argent qu'en ayant les autorisations de gouvernement. Donc, en quelque sorte, le gouvernement se porte garant de ton investissement. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Et donc, ça, c'est pour ça que aujourd'hui, c'est ultra positif pour les investisseurs parce que c'est un système qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Hein. Donc l'État se porte garant de mon investissement. Maintenant, bon, là on sort un peu du cadre, hein, mais est-ce que l'État se porte garant sur tout? Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une flambée de publications sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'était passé. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a une tempête qui s'est passée sur Dubaï, là, récemment. Je crois que c'était en avril, mars-avril 2024. Et tout le monde disait que ça y est, en fait, Dubaï ne sait pas gérer son système d'évacuation. Donc, le marché d'immobilier va s'effondrer parce que Dubaï, ça reste un peu... Voilà, en fait, j'ai entendu de tout et n'importe quoi. Donc, j'aimerais que tu nous éclaires sur ça. Est-ce que vraiment Dubaï, de ce côté-là, est vraiment sécuritaire? Bah, déjà, il est important de préciser que ce qui s'est passé durant cette inondation, c'est une catastrophe naturelle. Déjà, c'est quelque chose qui dépasse les compétences d'un pays. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord? C'est normal. Mais malgré ça, malgré donc ce qui s'est passé, hein, il me semble qu'il y a eu un an de pluie, donc l'équivalent d'un an de pluie à Londres C'est ça. en l'espace de quelques heures, ou j'ai plus trop les chiffres en tête, mais c'était des quantités astronomiques. D'accord? Et malgré ça, ils ont tout mis en place pour gérer justement l'évacuation de ces eaux de la façon la plus efficace. Et la réponse du gouvernement suite à cette inondation-là, c'est la mise en place d'un budget colossal pour le développement d'un système d'évacuation encore plus performant que celui qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, et c'est important que tu me poses cette question-là, c'est que en fait, tu te rends compte que Dubaï, c'est à chaque action néfaste que l'Émirat a pu subir, on a une réaction considérable du côté du gouvernement, et ça de façon Systématique. instantanée. Mais ça me fait rappeler un peu, tu sais, il y a eu différentes crises. Différentes Oui. crises, exactement. Il y a eu la crise des subprimes en 2008, il y a eu le Covid. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça à nos auditeurs qui se rendent compte à quel point Dubaï est investi dans son émirat? Alors, déjà, ce qui est important de noter, c'est que les deux crises que tu as pu citer, c'est des crises mondiales. C'est-à-dire que ça a impacté l'économie mondiale, ça n'a pas impacté que Dubaï. Mais c'est vrai que la crise de 2008 a impacté de façon considérable le développement à Dubaï. Mais par contre, c'est là où on a vu justement la force du pays, d'accord? On a eu des fonds qui venaient d'Abu Dhabi, qui est la capitale, qui ont permis de continuer le développement de certains projets à Dubaï, dont notamment la construction du Burj Khalifa. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le Burj Khalifa. Hein. Khalifa, c'est le nom du Girt Abu Dhabi. Ok. Donc, c'est en remerciement donc, de l'aide qui a été apportée par Abu Dhabi à ce moment-là. Donc 2008, c'est une crise mondiale. Malgré cette crise mondiale, nous avons donc un développement qui a continué aux Émirats. Elle a été impactée, ça a été arrêté pendant un petit moment, mais ça a très vite repris.
Parce que nous avons donc l'appui d'Abu Dhabi avec ses ressources pétrolières qui sont forcément donc nécessaires à l'échelle mondiale. Ensuite, il y a eu la crise du Covid que tu as citée. Donc, le monde entier s'est arrêté. Le monde entier a fermé ses frontières. La seule ville qui a été ouverte, le seul émirat qui était ouvert, c'était Dubaï. Abu Dhabi aussi était fermé, hein. Abu Dhabi aussi était fermé, mais Dubaï était ouvert. C'est-à-dire que le monde entier, hein, toutes les personnes qui souhaitaient voyager pendant cette période de Covid, bah, ils devaient se rendre à Dubaï. Et c'est notamment comme ça que beaucoup de personnes ont posé leurs valises à Dubaï aussi. Ils sont arrivés pendant le Covid, parce que c'était la seule destination qui était ouverte, et ils se sont rendus compte de la qualité de vie que nous avons à Dubaï, des infrastructures que nous avons, qui ne sont plus jamais reparties. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Donc c'est pour ça, c'est une force incroyable de l'émirat de pouvoir rebondir à chacune des crises et montrer de façon considérable qu'ils sont justement en train de maîtriser les situations. Et d'ailleurs, est-ce que l'État ou les promoteurs immobiliers s'inscrivent dans une démarche éco-responsable? Parce que je sais que maintenant, c'est un sujet qui touche énormément de monde. Et est-ce qu'il y a des projets qui se tournent autour de ça? Est-ce qu'il y a des projets qui se soucient réellement de l'environnement? Alors, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. On a même des quartiers éco-responsables, hein, qui ont pour but de limiter leur empreinte carbone, hein, comme notamment Sustainable City, donc Dubai Sustainable City. Et nous avons donc d'autres développements immobiliers qui vont dans ce sens. Donc on a des promoteurs qui aujourd'hui se soucient de l'environnement et développent des projets éco-responsables. On en a de plus en plus, oui. Avec des systèmes de traitement des eaux, avec des systèmes écologiques, hein, pour économiser les énergies dépensées, etc., etc. Maintenant, je vais te poser une question. Bon, c'est une question assez précise parce que on a on a cette impression que le marché de l'immobilier sur Dubaï vise un type de profil. Est-ce que vraiment, est-ce que ce ressenti est réel? Est-ce que le marché de l'immobilier sur Dubaï va viser des personnes qui ont forcément de la trésorerie, peut-être des millionnaires ou des milliardaires, ou est-ce qu'il y a tout type de profil qui peut avoir accès à ce marché? Et donc une petite question derrière, si oui, quel est selon toi un petit budget où je peux quand même trouver une certaine rentabilité, soit locative, soit une rentabilité quand je vais revendre Alors, mon bien? on va la prendre étape par étape. La première question, c'est est-ce qu'il y a un investisseur type? La réponse est non. La réponse est non, on n'a pas d'investisseur type parce qu'on a des biens qui vont d'une centaine de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. D'accord? Donc on a vraiment un panel assez large qui permet de combler le budget un peu de tout le monde, quoi. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est on a toutes les nationalités qui viennent aujourd'hui investir à Dubaï. On a vraiment des gens qui viennent du monde entier. Pour te dire, hein, j'ai découvert à travers mon métier, donc en exerçant mon métier, des nationalités que je ne connaissais pas. D'accord? En vendant des appartements, je me suis rendu compte qu'il y a des pays que je ne connaissais pas du tout. D'accord? Donc c'est tout ça pour dire que vraiment c'est le monde entier qui a les yeux rivés aujourd'hui sur Dubaï et son développement. La question qui suit, il me semble que c'était donc les stratégies, c'est ça, d'investissement. C'était, est-ce que, donc, vu que tu viens de me dire qu'il y a plusieurs profils qui peuvent s'inscrire dans une démarche à obtenir un bien sur Dubaï, euh, quel serait un bon petit budget pour avoir un premier investissement, mais un premier investissement correct sur quelque chose où cette personne qui va venir avec un petit budget se retrouverait dans une rentabilité soit locative ou soit dans une rentabilité au moment de la revente. Alors, aujourd'hui, pour rentrer sur le marché émiratif, il faut compter à peu près, je dirais 150 000 € pour un studio, mais 150 000 € avec un plan de paiement. Donc un plan de paiement qui est mis en place par le promoteur sur plusieurs années. Donc on peut se diriger vers des studios à 150 000 € avec des plans de paiement sur 8 ans. Donc on ne sort pas 150 000 € d'un trait, on sort 20% d'apport. Donc 20% de 150 000 €, ça nous fait donc 30 000 € d'apport, plus les 4% de frais de notaire. Ça, c'est des frais qui sont non négligeables et qu'il faut prendre en considération, hein. Pour certains, ça peut bloquer. Et derrière, donc forcément, on suit le plan de paiement qui est établi par le promoteur. Si c'est sur plusieurs années, voire 8 ans, 10 ans, des fois c'est 1% par mois, donc c'est assez flexible. Après, ça dépend encore des promoteurs, des localisations, des projets, etc., etc. Mais aujourd'hui, je dirais qu'à partir de
35 000 € d'apport, on peut se positionner sur un bien. Ok. Maintenant, Maher, la petite question qui peut, où j'attends vraiment de la franchise de ta part. Beaucoup de personnes vont présenter Dubaï comme euh, chaque investissement, il y aura de la rentabilité. On ne parle que de ça. On voit que ça sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir, est-ce que tu as connaissance ou est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont perdu de l'argent en investissant sur le marché immobilier de Dubaï? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier à Dubaï? La réponse est oui. Il y a énormément de personnes qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier à Dubaï. Parce que forcément, ils ont été soit mal conseillés, ou ils ont mal géré leur investissement, ou ils n'ont pas su suivre la stratégie qu'ils se sont fixée au début. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier à Dubaï. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas forcément. Bah, en fait, moi, en toute honnêteté, hein, pour te répondre, Bilal, pour moi, je pense que le problème, ça vient d'un manque de connaissances. D'accord? Les gens ne maîtrisent pas forcément le domaine immobilier sur Dubaï et souhaitent justement plonger la tête la première. Ils n'essayent pas de comprendre le marché avant de jeter leur bille, en quelque sorte. Et c'est aussi les personnes qui accompagnent ces investisseurs qui, par moments, sont pas des plus compétents. Et aussi, certains investisseurs ne comprennent pas qu'il y a des stratégies à adopter, d'accord, avant d'investir. Et une fois qu'on se fixe une stratégie en tête, il est très compliqué de changer de stratégie en cours de route. Donc, si tu pars sur une stratégie de rentabilité locative où tu vas aller te positionner sur des projets avec des longs plans de paiement où le prix au mètre carré est attractif, et que derrière, bah, en cours de plan de paiement, enfin, avant même la construction, tu souhaites revendre dans le but de dégager une plus-value, là, non, c'est deux stratégies différentes. D'accord? Et il sera d'autant plus compliqué de revendre son bien à ce moment-là. Parce qu'une personne qui se positionne sur des longs plans de paiement, c'est une personne qui n'a pas forcément les liquidités prêtes tout de suite et qui veut justement étaler, échelonner son paiement sur plusieurs années. Si derrière, on se positionne, par exemple, Bilal, toi, tu as acheté un bien sur 8 ans, mais que tu as payé 40% du bien, la personne qui vient récupérer ton bien, te le racheter, tu souhaiteras revendre avec une plus-value, je suppose. Bien sûr. La personne elle devra te payer déjà les 40% que tu as pu avancer, plus ton premium, donc ta plus-value. Donc c'est déjà un apport beaucoup plus conséquent. Donc certains vont s'orienter, donc les personnes qui vont venir racheter ce type de biens vont s'orienter directement par des biens directs promoteurs, où ils vont avoir un plan de paiement qui va commencer de zéro, donc 20% d'apport, et puis ils commencent petit à petit. Même s'ils payent un peu plus cher, ils préfèrent payer un peu plus cher et avoir cette facilité de paiement que de racheter ton bien à toi et avoir un apport plus conséquent, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important aussi. Donc je pense que cette perte d'argent peut venir d'un manque de connaissances du côté donc, des professionnels aujourd'hui de l'immobilier, mais c'est aussi par moment des investisseurs qui ne suivent pas forcément la stratégie qu'ils se sont fixés au début. Ok, bah tu vois, ça c'est une facette que les gens ne parlent pas forcément et je trouve ça vraiment dommage et c'est bien d'avoir ce point où tu peux nous éclaircir un peu. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi. Là, c'est en dehors du marché de Dubaï, c'est plus personnel, c'est plus Maher Gara, Pinatel, etc. On suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois un peu ce que tu fais, je vois que tu voyages. J'ai cru comprendre que tu visais un marché immobilier sur d'autres endroits dans le monde. J'aimerais que tu nous en dises plus. Est-ce qu'il y a d'autres marchés qui sont porteurs? Est-ce qu'il y a d'autres marchés où on va pouvoir retrouver ce côté assez business qu'on retrouve à Dubaï, ce côté safe? Détaille-nous un peu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres marchés aussi intéressants que Dubaï? Pour moi, la réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a d'autres marchés aussi sécurisés que celui de Dubaï? La réponse est non. Est-ce qu'il y a d'autres marchés qui représentent une fiscalité aussi avantageuse que ce qu'on pourrait avoir à Dubaï? La réponse encore, c'est non. Avec forcément des infrastructures d'envergure, etc. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres marchés qui aujourd'hui sont intéressants pour de l'investissement immobilier? Oui, il y en a. Il y en a. Il y en a, on ne maîtrise pas tout. D'accord? Nous, aujourd'hui, on se dirige vers deux autres destinations parce que nous maîtrisons le marché immobilier dans ces deux destinations, d'accord, qui sont le Maroc et la Tunisie. D'accord? Donc c'est des marchés qu'on maîtrise et je pense que c'est des marchés dans lesquels nous pourrons, apporter justement une plus-value à nos investisseurs. Mais par contre, cette fois-ci, pas en tant qu'agence immobilière, d'accord? Mais en tant que développeur, en tant que promoteur.
Donc on a des projets de développement qui vont arriver en courant de l'année prochaine, si Dieu veut, au plein centre de Guélis, donc pour des projets appartements et puis des projets villas un peu plus éloignés, mais Donc là, on est sur une exclusivité, là. on est sur une exclusivité et on Ok, fait de même donc en Tunisie aussi. magnifique. Magnifique. En plus, je vois un peu le Maroc vraiment qui se développe d'une manière considérable et avec tous les événements qui vont arriver là derrière sur la Coupe du Monde 2030, Bah, le etc. le Maroc le Ça va Maroc, être c'est aujourd'hui magnifique. le Maroc, c'est aujourd'hui le pays qui porte l'Afrique, hein. C'est le Maroc, c'est le pays le plus développé d'Afrique. C'est le pays qui, économiquement, a un poids sur l'Afrique. Donc forcément, je pense que c'est un pays dans lequel il est intéressant d'investir. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le Maroc et la Tunisie? Bah, comme je te Pourquoi l'ai ces dit tout à l'heure, secteurs-là? hein, pour moi, c'est 2 marchés qui sont intéressants parce que forcément, c'est des marchés dans lesquels nous avons déjà investi. Donc on sait de quoi on parle, et c'est des marchés qu'on maîtrise, d'accord? Il y a d'autres marchés, aussi intéressants. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui investit au Brésil et qui me dit qu'il fait des rentabilités, intéressantes. D'autres qui investissent à Bali, d'autres qui investissent en Thaïlande et ils me racontent leur rentabilité, enfin, ils me montrent ce qu'ils génèrent et ça a l'air très intéressant. Mais c'est des marchés qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, donc c'est pas des marchés vers lesquels on pourra se tourner, dans, dans l'année qui suit. D'accord. Et si nos auditeurs seraient potentiellement intéressés pour ces secteurs-là ou le secteur de Dubaï, comment ils peuvent te contacter? Bah, tu mettras mon WhatsApp déjà, je pense que ça sera ils pourront directement me contacter dessus et puis ils pourront aussi suivre un peu nos aventures sur Snapchat et Instagram. Aujourd'hui on est bien accompagné, hein, d'un point de vue marketing. Petite dédicace d'ailleurs à mon gars Gaëtan du marketing, qui fait un travail fou, et c'est que le début, c'est que le début. Bah, franchement, Maher, c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet avec toi. J'espère que tu reviendras pour pouvoir parler un peu du secteur bah, Bah, que tu vises. je pense que là, c'est le premier podcast, mais on sera amené à se revoir, Bilal, toi et moi, pour des podcasts un peu similaires, où on ira, je pense, un peu plus dans le détail. J'ai, je pense, mis de côté un peu ce côté, création de contenu qui, pour moi, est nécessaire pour mes clients, pour mes investisseurs. Mais bon, je le faisais de façon individuelle. Mais je me dis qu'aussi, il y a des personnes derrière la caméra qui souhaitent avoir des insights, donc des données sur le marché et qui n'oseront pas forcément te contacter. Donc c'est pour ça que ce format de podcast, pour moi, est très important et c'est une très bonne idée que tu as eue justement d'organiser ce premier podcast et je pense que ça sera que le premier donc d'une grande liste. Bah, franchement, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous souhaitez contacter Maher, on va mettre toutes ces coordonnées juste en dessous de la vidéo. Et puis, bah, à bientôt, Maher. Merci Bilal, à bientôt. Merci.